d'une pathologie qui... Attendez. Je vais vous parler d'une pathologie, en fait, c'est la pathologie la plus fréquente que reçoit le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne. Alors, de quoi je vais parler? Je vais vous parler, en fait, des dernières recommandations de l'ESH 2018. Et je vais donc surtout insister sur le diagnostic, les objectifs thérapeutiques. Je parlerai de l'HTA du sujet âgé et du diabétique. Alors, il y a énormément de recommandations des sociétés savantes internationales qui parlent de l'hypertension artérielle. Le GNC8, qui est en fait les recommandations adressées aux médecins généralistes, les dernières datent de 2014. Et puis après, vous avez les recommandations américaines et les recommandations européennes. Moi, je vais parler des recommandations européennes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors, il y avait certaines questions qui étaient posées après les recommandations de 2013, auxquelles les recommandations de 2018 ont répondu. Donc, y a-t-il une nouvelle définition de l'hypertension artérielle? Qu'est-ce que vous pensez? Y a-t-il une nouvelle recommandation? Une nouvelle définition? Non. Pour l'ESC, non. Pour l'ACC, oui. Mais pour l'ESC, il n'y a pas de nouvelle définition. Dans quelle nouveauté dans le diagnostic de l'hypertension artérielle? Là, oui. Les objectifs ont-ils été modifiés? Oui. Et la stratégie thérapeutique a été actualisée. Alors, c'est quoi les nouveaux concepts? Alors, les nouveaux concepts, c'est surtout sur la mesure de la pression artérielle. On insiste maintenant sur le fait que la pression artérielle, le diagnostic de la pression artérielle se fait soit en automesure, c'est la pratique la plus intéressante, soit avec la MAPA. Donc c'est avec ça qu'on va valider le diagnostic. Je vais vous expliquer les intérêts de ce nouveau concept. Les traitements est devenu donc moins conservateur chez le sujet âgé. Là, il y a une notion qui a été introduite, c'est la notion de fragilité du sujet âgé. On va en parler. C'est quoi la notion de fragilité? C'est le malade âgé, parfois parce qu'en fait notre âge, c'est pas celui qui a sur la carte, notre carte d'identité, sur notre extrait de naissance, mais c'est plutôt notre âge réel, notre âge pas artériel, mais notre âge physiologique. Donc il y a la dépendance, par exemple, fait que le malade devient fragile. Et puis, il y a une stratégie de traitement combiné. Ça, c'est pour améliorer l'observance. Donc, les recommandations préconisent les monopiles, donc pour que le malade prenne une seule prise par jour. L'hypertension étant une maladie chronique, elle est à vie. Donc, quand on démarre une hypertension à 35 ans, à 40 ans, et que vous dites au malade, c'est une hypertension artérielle, c'est un traitement que vous allez prendre à vie, il faut pouvoir lui donner quelque chose de très confortable pour qu'il puisse avoir une bonne observance. Les nouvelles cibles, en fait aussi, les objectifs ont été revus à la baisse, on va en parler aussi. Et il y a quelque chose aussi sur lequel insistent les recommandations, c'est le rôle prépondérant démontré des infirmières et des pharmaciens, l'HTA étant une maladie au long cours, donc un bon suivi au long cours est très intéressant par ces deux professionnels de la santé. Alors la définition, c'est quoi une hypertension artérielle? C'est le niveau de pression artérielle pour lequel les avantages du traitement sont supérieurs aux inconvénients. Alors, la définition de l'HTA, comme je l'ai dit, elle n'a pas changé. C'est supérieur à 140 de PAS et supérieur à 90 de PAD, sauf si vous êtes aux États-Unis. Alors, l'hypertension, comme je disais tout à l'heure, c'est une pathologie qui est très fréquente d'ici 2025, c'est-à-dire demain. On sera plus d'1,5 milliard d'êtres humains hypertendus. Alors, pourquoi traiter une hypertension artérielle? C'est une pathologie qui est complètement indolore, elle ne donne pas de symptômes, mais pourquoi on la traite? Parce que c'est un facteur de risque de morbimortalité cardiovasculaire très puissant
c'est démontré donc par de nombreuses études. Elle reste la cause évitable de maladies cardiovasculaires et de décès, toutes causes confondues dans le monde, notamment de l'accident vasculaire cérébral, surtout quand il s'agit de sujets âgés, voire très âgés. Alors, c'est quoi les différentes morbidités de l'hypertension artérielle? Vous avez l'accident vasculaire aussi bien hémorragique qu'ischémique, et on connaît le drame d'un malade victime d'un accident vasculaire. L'infarctus du myocarde, parfois on découvre l'hypertension artérielle à l'occasion d'un AVC, à l'occasion d'un infarctus, c'est une pathologie qui était méconnue auparavant. L'insuffisance cardiaque, la mort subite, la maladie artérielle périphérique. Il y a également des preuves que l'hypertension artérielle est cause de fibrillation atriale. Et il y a de plus en plus de preuves que l'hypertension artérielle participe au déclin cognitif donc, des populations, notamment dans la tranche des malades âgés. Alors, quelles sont les différentes lésions d'organes qui sont entraînées par l'hypertension artérielle? Donc, on prend de la tête aux pieds, tous les organes peuvent être touchés. Donc, vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est un mécanisme d'adaptation, mais après, ça devient délétère. Vous avez l'atteinte rénale qui sera donc diagnostiquée par la microalbuminurie ou la protéinurie carrément et l'altération de la fonction rénale, donc par le calcul de la clearance. Vous avez donc la rigidité vasculaire qui va être quantifiée par la pression pulsée et l'indice bras-cheville. Et on a la rétinopathie avancée. On sait que quand il y a une rétinopathie, c'est une atteinte microvasculaire. Ça veut dire que le rein est touché, les artères cérébrales également. Alors, le diagnostic de l'hypertension artérielle, je vous ai dit qu'il y avait du nouveau. Alors, la mesure de la pression artérielle, il est recommandé que le diagnostic d'HTA, il est basé sur la tension artérielle au cabinet. Oui, c'est toujours valide en respectant certaines règles, mais il est de plus en plus recommandé de poser le diagnostic initial et de surveiller et de faire surveiller la tension artérielle de vos patients par l'automesure et la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc, pourquoi c'est plus intéressant, surtout lors du diagnostic initial, de faire l'automesure ou la mesure de la MAPA? D'abord, ça coûte beaucoup plus cher, aussi bien pour l'individu que pour la collectivité. C'est pas un malade qui va consulter à plusieurs reprises, donc ça coûte cher, il va pas travailler, etc. Et puis, il y a un manque de chance au début du traitement. Donc, au lieu de poser le traitement très rapidement, on va prendre énormément de temps. Donc, le malade va venir, revenir, etc. Bien sûr, en dehors de l'HTA sévère, où il faut commencer le traitement d'emblée. Alors, la mesure de la pression en cabinet, je vais juste, donc les recommandations insistent sur les bonnes pratiques de la prise de la tension artérielle au cabinet. Donc, juste pour vous dire qu'en dehors des malades porteurs de fibrillation atriale, où le stéthoscope manuel est toujours, où la prise de la tension artérielle manuelle est toujours valide, la mesure, même au cabinet par le médecin, c'est beaucoup mieux de la faire par des appareils électroniques. Alors, comme disait un collègue lors d'une présentation sur l'HTA, tous les appareils de mesure sont fabriqués dans 2 seules usines, donc c'est les mêmes en fait dans le monde entier. Donc il n'y a pas un appareil qui est meilleur que l'autre, il y a juste les appareils au poignet et les appareils à huméro. Alors, la tension artérielle se prend chez un malade au repos, vessie vide évidemment, ça sert sinon il y aura une hausse tensionnelle. La mesure, il faut toujours se référer, il faut toujours prendre les 2 bras et garder la tension là où elle est le plus élevée. Il ne faut pas prendre la tension la plus basse. Les mesures supplémentaires doivent être faites, donc il faut utiliser un brassard. Notre population a tendance à prendre du poids. Il faut avoir des brassards adaptés aux obèses.
Le brassard doit être placé au niveau du cœur. C'est pour ça que pour le poignet, quand on place la main comme ça et qu'on la place comme ça donne des tensions artérielles qui sont différentes. Il faut donc, il y a quelque chose sur laquelle on insiste, sur laquelle les recommandations insistent, c'est la prise de la tension artérielle en position debout à la recherche de l'hypotension orthostatique, surtout chez les personnes âgées, notamment atteintes de fragilité, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, il faut enregistrer la fréquence cardiaque, c'est l'occasion de poser le diagnostic de fibrillation atriale chez votre patient. Et on connaît les complications thromboemboliques de la pathologie quand elle est méconnue. Alors, les cutoffs de l'automesure et de la tension au cabinet, je passe, vous les connaissez tous. Alors, c'est quoi les avantages d'une MAPA? C'est surtout l'avantage principal, c'est la prise de la tension artérielle nocturne, surtout chez les malades porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, ou chez les malades qui ont une dysautonomie. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire une MAPA chez ces malades. C'est vrai qu'elle est inconfortable, ça dérange certains patients. Alors, la mesure de la pression artérielle, donc l'automesure, elle a énormément d'avantages. Et l'avantage principal, c'est le malade, il se sent responsable de sa pathologie. Donc, c'est beaucoup plus intéressant dans le diagnostic initial et dans le suivi ultérieur de la pression artérielle. C'est vrai, après, il y a certains inconvénients. Donc, il y a certains malades, c'est très rare, mais qui peuvent psychiatriser leur tension artérielle. Donc, ils vont se mettre à prendre leur tension tout le temps. Alors, la classification de l'HTA, elle n'a pas changé. Ça fait 15 ans que ça n'a pas changé. Donc, retenez juste la notion d'hypertension systolique isolée qui peut exister chez les sujets jeunes, mais elle est beaucoup plus fréquente chez les sujets âgés. Pourquoi? Parce qu'il y a une rigidité vasculaire. Donc, chez le sujet âgé, vous ne pouvez pas avoir une augmentation de la diastole. Quand la diastole est élevée chez un sujet âgé, il faut chercher une insuffisance aortique ou autre. En général, c'est une HTA systolique seule. Je parle des sujets très âgés. Donc, pourquoi cette classification, en fait, elle est basée sur des éléments de niveau de risque, en fait. Regardez, quand on a 12,8 qui correspond à optimal, on a déjà un niveau de risque, donc normal, je veux dire, au normal haute, on a déjà un niveau de risque qui est élevé, et ce niveau de risque est proportionnel à l'élévation de la tension artérielle. Vous voyez que ce niveau de risque sera multiplié par 8 si le malade est de grade 3. Alors, quand vous posez un diagnostic chez vos patients, quand le malade est hypertendu, c'est clair qu'il faut commencer le traitement et il faut le surveiller. Quand par contre un malade a une tension optimale, c'est un patient qu'il faudra reprendre la tension artérielle tous les 5 ans. Si c'est une normale haute, donc il faut la reprendre de manière annuelle. Alors, vous avez posé le diagnostic de l'hypertension artérielle chez votre patient. Il faut, donc les recommandations insistent sur un examen clinique et paraclinique. En fait, c'est dans quel but? Il a 2 buts. Un, c'est évaluer un niveau de risque, parce qu'on ne traite pas un chiffre en matière d'hypertension artérielle, mais on traite un niveau de risque. Donc, il faut identifier tous les facteurs de risque. Il faut rechercher une atteinte d'organes par des examens paracliniques, mais surtout identifier les malades qui ont probablement une HTA secondaire, dont certaines peuvent être curables. Et l'HTA secondaire, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est en fait des malades que vous allez envoyer chez le spécialiste. Les autres, c'est donc vous qui les prendrez en charge. Alors, c'est quoi les malades chez qui il faut rechercher? Donc, c'est le malade qui a une HTA d'emblée très sévère et qui est jeune,
un malade qui a un antécédent de maladie rénale ou rénovasculaire, l'existence d'une hypokaliémie pensée en hyperaldostéronisme, l'absence de peaux fémoraux, c'est la coarctation, l'apnée du sommeil, et devant une HTA résistante, mais il faut que ce soit vraiment une HTA résistante, il faut respecter la définition. Alors, le bilan de routine à effectuer chez tout hypertendu, vous le connaissez. J'insiste juste sur le fait que l'échocardiographie ne fait pas partie de l'examen de routine. L'échocardiographie, c'est un examen, le CG, oui, il fait partie d'un examen de routine, mais pas l'échocardiographie. Donc, il est indiqué quand il y a des anomalies à l'ECG et quand le malade présente des symptômes cardiaques. Les autres examens, le fond d'œil est obligatoire chez l'hypertendu diabétique, ça ne se discute pas, et chez le malade de grade 2 et 3. Une échocardiographie rénale doit être faite lorsqu'il y a une albuminurie ou alors une suspicion d'HTA rénale, d'origine rénale. Comme je disais tout à l'heure, on ne traite pas un chiffre, on traite un niveau de risque. Donc, le risque, donc chez le malade, évaluer le risque chez l'hypertendu. Tout malade hypertendu, vous devriez évaluer son niveau de risque par le risque score que vous trouvez tous sur votre tablette, en sachant que nous, c'est risque score au risque. On est classé dans au risque. Vous ne prenez pas bas risque, vous prenez au risque. Par contre, si vous calculez uniquement par le risque score, il y a des malades que vous allez sous-estimer. Donc, il y a les malades qui ont une atteinte d'organes, qui ont une pathologie cardiovasculaire identifiés, ils sont d'emblée classés au risque, donc on ne va pas les calculer sans risque score. Alors, l'évaluation du risque, donc on cherche les facteurs de risque, on cherche une atteinte d'organes, on cherche un diabète, une atteinte rénale et une maladie cardiovasculaire symptomatique. Donc, les facteurs de risque qu'il faut identifier, donc vous les avez, c'est ceux qu'on a donc l'habitude de chercher. Regardez juste qu'on rajoute les facteurs psychologiques et socio-économiques et la fréquence cardiaque. Une fréquence cardiaque élevée et doit être considérée comme un facteur de risque. Même quand le rythme est régulier et sinusal. Après, il faut chercher une atteinte d'organes. Donc, l'atteinte d'organes, c'est quand vous avez des facteurs qui vous orientent, donc une microalbuminurie, une insuffisance rénale, une rétinopathie, une HVG. Il faut chercher une maladie cardiovasculaire et rénale établie, c'est un antécédent d'infarctus, c'est un malade porteur d'une insuffisance cardiaque, une artériopathie périphérique, une fibrillation atriale, etc. Alors, ces malades-là, donc vous allez les classer à très haut risque lorsqu'il existe une maladie avérée, une insuffisance rénale sévère ou alors un risque score supérieur à 10%. Ils sont à haut risque, risque intermédiaire ou risque bas. Ceux-là, c'est des niveaux de risque que vous connaissez tous, je passe. Donc, pourquoi c'est important de classer votre patient? Parce que vous allez voir qu'il va y avoir un tableau similaire sur la conduite à tenir, quand est-ce qu'il faut traiter, donc en fonction du niveau de risque. Alors, je parlerai très rapidement du diabète hypertension, juste pour vous dire que 60% de vos patients diabétiques sont hypertendus. Donc, même si vous avez une tension artérielle au cabinet qui est normale, ça peut être une HTA masquée. Chez ces malades-là, il est légitime de faire une automesure, voire une MAPA. Donc, il faut savoir que le diabétique est d'autant plus hypertendu qu'il est obèse, qu'il a un âge élevé et qu'il a une maladie rénale, donc est diagnostiquée. Donc, à profil tensionnel normal, un diabétique non dipper a un risque beaucoup plus élevé que le dipper, et ça vous le savez de toute façon, c'est valable pour tous les hypertendus. Alors, là, donc, les complications cardiovasculaires chez le diabétique sont très élevées. Le diabétique, de quoi il meurt? Il meurt de pathologie cardiovasculaire. Et ce risque est d'autant plus élevé que s'associe une hypertension artérielle au diabète. Donc, il faut la rechercher pour la traiter, pour optimiser le niveau de risque de vos patients. Alors, regardez, quand un malade a un diabète seul, il a un risque de mortalité totale de 7%, qui va passer à 30% lorsque s'associe une hypertension artérielle. La maladie cardiovasculaire, pareil aussi, elle est
très élevé lorsque s'associe une HTA. Donc, diagnostiquez les hypertensions de vos patients diabétiques pour pouvoir les traiter. Alors, le traitement de l'hypertension artérielle, le but en fait de traiter une hypertension artérielle, c'est de baisser le risque cardiovasculaire. Et pour baisser le risque cardiovasculaire, il faut atteindre les objectifs thérapeutiques. Alors, comment on traite donc l'hypertension artérielle en fonction du niveau de risque? Chez le malade normal qui a une hypertension normale, une tension artérielle plutôt normale haute, vous devriez lui proposer, donc en fait vous proposez à tout le monde des mesures hygiéno-diététiques, c'est maigrir, réduire le sel, faire de l'activité physique, etc. Et puis après, on commence le traitement immédiatement lorsque le malade est grade 2 ou 3, on ne va pas aller lui demander une MAPA ou une automesure ou autre pour valider, c'est un malade déjà qu'il faut traiter d'emblée. Par contre, chez les malades grade 1, c'est chez ces malades-là qu'il faut aller chercher un niveau de risque élevé. Si on trouve un niveau de risque élevé, on traite d'emblée. Si c'est un niveau de risque qui est bas, donc on va proposer, mais c'est des malades qu'il faut suivre de manière, donc, qu'il faut contrôler. Alors, tout ça, je vous l'ai résumé en 4 phrases. Tout ça, donc je le résume en 4 phrases, je passe. Alors les 4 phrases, c'est quoi? C'est les objectifs thérapeutiques. Il faut abaisser la tension artérielle à moins de 140/90 chez tous les patients et atteindre 130/80 mm de mercure si la baisse est bien tolérée. Ce mot revient tout le temps. Ça ne sert à rien de mettre votre patient dans un état d'asthénie, d'hypotension orthostatique. Alors, chez les moins de 65 ans, parce que c'est quoi un sujet âgé? Le cut-off de l'âge, c'est 65 ans. On considère un sujet âgé, hypertendu, âgé après 65 ans, selon les recommandations. Donc, chez les moins de 65 ans, il est recommandé d'atteindre 120-129 mm de mercure, chez des sujets plutôt jeunes, et moins de 80 mm de mercure de diastolique. Chez les sujets âgés, de plus de 65 ans, la cible est de 139-140 de systolique avec une surveillance. Il faut être d'autant plus vigilant que le sujet est âgé. Donc avec surveillance des effets secondaires et surtout de l'hypotension orthostatique, d'où la nécessité de prendre la tension artérielle en position debout chez vos patients. Chez les plus de 80 ans, il faut les traiter ces malades quand ils sont en bonne santé. Il est recommandé de les traiter dès que la pression artérielle systolique, je vous ai dit il faisait plus d'HTA systolique, dès que la pression artérielle est supérieure à 160 mm de mercure. Prudence chez les sujets fragiles. Alors, chez le diabétique, c'est 140/85 et la presse, par contre, si c'est un diabétique récent, donc, ou alors qui présente une protéinurie, il faut moins de 130 de PAS. Donc, en résumé, chez le diabétique, c'est moins de 130 mm de mercure de PAS. Et on peut même, il ne faut pas abaisser au-dessous de 120/80, parce que sinon, on va créer une insuffisance rénale. Et il faut d'autant plus être agressif que le diabète est récent. Et par contre, il faut faire très attention chez les malades qui ont un diabète ancien. Alors, on va prendre quelques cas cliniques. Donc, si pour une HTA simple, vous commencez, donc ce qui est recommandé, c'est de commencer d'emblée par une bithérapie associant un IEC ou un ARA2 plus un inhibiteur calcique. Vous voyez que le bêta-bloquant, remarquez juste que le bêta-bloquant, il est très loin. Par contre, le bêta-bloquant, il présente une indication lorsqu'il y a une association d'un certain nombre de pathologies. Si c'est un malade qui a une fibrillation atriale qu'il faut ralentir, oui. Si c'est un malade qui a une insuffisance cardiaque, on va arriver, oui. Mais on va arriver à tous ces cas. Mais chez un malade qui n'a pas toutes ces pathologies, le bêta-bloquant, il est en dernière position. Donc, commencez par un IEC et un ARA2, plus ou moins inhibiteur calcique en combiné. Maintenant, on a la chance d'avoir toutes les associations.
Donc, plusieurs associations. Si ça ne marche pas à dose optimale, vous ajoutez un diurétique et lequel? Ça sera un thiazidique. Maintenant, si l'hypertension artérielle est résistante, c'est quoi la définition d'une hypertension artérielle résistante? C'est le malade qui est traité par un IEC ou un ARA2, un inhibiteur calcique et un thiazidique et qui n'est pas équilibré. Mais après avoir éliminé toutes les étiologies de fausse résistance. Donc à ce moment-là, il faut associer un inhibiteur de l'antialdostérone si la fonction artérielle est correcte. Alors maintenant, chez le malade coronarien, le bêta-bloquant monte d'emblée en première position. Donc ça sera en deuxième position, ça sera ARA2 ou IEC plus bêta-bloquant ou inhibiteur calcique ou diurétique, mais le bêta-bloquant, il faut le maintenir chez cette population-là. Si l'hypertension artérielle est résistante, on associera un inhibiteur de l'angiotensine, un anti-aldostérone. Maintenant, si le malade a une HTA et qu'il est en insuffisance rénale chronique, donc ça sera un IEC ou un ARA2, jamais d'association. Dans l'hypertension artérielle, on n'associe jamais un IEC et un ARA2, retenez-le. Donc, et on associe un IEC ou un ARA2 plus un inhibiteur calcique. Donc, vous voyez aussi que donc, le bêta-bloquant, il faut le considérer parce que chez cette population, il y a souvent de la fibrillation atriale, c'est des malades à haut risque, donc ils ont une insuffisance cardiaque, ils ont une pathologie coronaire. Donc le bêta-bloquant, il faut le considérer dans cette catégorie de patients. Maintenant, les malades ont l'insuffisance cardiaque et qui ont une insuffisance cardiaque à effet basse avec une hypertension artérielle, c'est un inhibiteur calcique, c'est un ARA2 ou un IEC, plus un diurétique, bien sûr l'insuffisance cardiaque, on commence toujours par le diurétique s'il est en insuffisance cardiaque décompensée, puis on introduit progressivement un IEC en ARA2, en troisième position viendra le bêta-bloquant. Donc vous voyez qu'ici, l'inhibiteur calcique n'apparaît pas du tout. Chez le malade qui a une hypertension artérielle et une fibrillation atriale, le bêta-bloquant, il sera sur la première ligne avec l'inhibiteur de l'enzyme de conversion ou l'ARA2 parce qu'il faut ralentir cette fibrillation atriale. Donc, plus ou moins, les diurétiques viennent en seconde étape. Alors, maintenant, l'hypertension est une affection très courante. Vous avez vu, c'est très fréquent et vous le constatez au quotidien. La plupart des systèmes de santé, donc la plupart des patients et dans la plupart des systèmes de santé, cette hypertension est prise en charge dans le cadre de soins primaires. Donc, c'est une maladie que doit soigner le généraliste. Cependant, dans certaines circonstances, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc vous aurez à adresser votre hypertendu au spécialiste. Ça sera donc à chaque fois que vous suspectez une hypertension artérielle secondaire, que vous suspectez une HTA résistante, que vous avez un problème que vous n'arrivez pas, donc dont vous avez besoin de l'avis du spécialiste. Alors, les messages à retenir, et j'aurai fini, il est impératif d'évaluer plutôt le niveau de risque du patient avant de commencer le traitement. On ne traite pas un chiffre de tension, on traite un niveau de risque. Une fois la pression artérielle inférieure à 140, abaisser la pression artérielle au-dessous de 120 ne diminue pas le risque d'événements cardiovasculaires, donc ça ne sert à rien de trop baisser les chiffres tensionnels. Chez les patients hypertendus, il faut savoir augmenter les doses, donc il faut éviter l'inertie thérapeutique et arrêter les médicaments pour atteindre un meilleur résultat. Ça ne sert à rien, mal qui vous parle de dysfonction érectile ou qui vous parle de tout, de laisser le bêta-bloquant dans le premier cas ou de laisser un IEC dans le deuxième cas. Donc il faut respecter, donc quand il existe un effet secondaire, il faut arrêter le médicament et savoir changer de molécule. Il faut utiliser la bithérapie combinée pour avoir une bonne observance. Le malade, on ne va pas l'embêter avec 3 prises par jour, c'est une seule prise et puis c'est tout. Le traitement de l'HTA, donc par un seul comprimé, améliore l'observance. En première ligne, il faut toujours penser IEC, ARA2 associé à un inhibiteur calcique et ou un diurétique thiazidique.
Les bêta-bloquants doivent être utilisés pour des indications spécifiques dont je vous ai parlé déjà. Alors, il faut adapter le traitement des patients afin d'atteindre les objectifs. Il faut détecter une mauvaise adhésion au traitement médicamenteux du patient, car cela constitue une cause majeure de non-observance. C'est les effets secondaires dont je vous ai parlé. Les recommandations insistent, comme je vous l'ai dit, sur le rôle des infirmiers et des pharmaciens dans le suivi à long terme et l'éducation thérapeutique des patients. Je vous remercie. Donc, les guidelines sont téléchargés.